Je rentre dans la maison de mes copains et je leur dis je vais faire fortune. Je vais inventer la première marque mondiale de luxe pour enfants. En 8 ans, je suis passée de 2 employés à 150. Aucun homme à qui j'ai parlé de mes projets ne m'a cru. Pour entreprendre, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de fort qui nous fasse sortir de la zone de confort. J'ai une phrase, c'est marge ou crève. Catherine Painvin, mais par où commencer ? Cette femme a tout simplement un parcours hors du commun. Et à 75 ans, elle n'est pas prête de s'arrêter. Dans cette interview, elle va nous raconter ses expériences business, depuis ses 7 ans où elle conseille ses parents sur leur façon de gérer leur entreprise, jusqu'au succès retentissant de sa marque de luxe pour enfants, Tartines et Chocolat, fondée il y a plus de 45 ans. La marque s'est rapidement imposée sur le marché de la mode enfantine grâce à ses collections de haute qualité et à son style raffiné et intemporel. En plus de ses entreprises à succès, elle détient de nombreuses distinctions comme le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires en France en 1985 ou encore le Leading Woman of the Year en 2001. Ce qu'on a apprécié avec elle, c'est son authenticité et voir ses yeux s'illuminer dès qu'elle parle de ses projets. À 75 ans, elle continue d'entreprendre avec la même intensité qu'à ses débuts. Cette interview dénote vraiment de celle qu'on fait d'habitude sur cette chaîne. Et c'est rare d'avoir eu la chance d'échanger avec des entrepreneurs qui ont eu du succès avant l'ère d'Internet. Dans cet épisode, tu verras comment Catherine Painvin réussit à transformer chacune de ses idées en success story. Tu découvriras aussi les clés qui lui ont permis de surmonter les obstacles tant personnels que professionnels qu'elle a rencontrés durant son parcours. Si tu es entrepreneur et que tu veux comprendre comment avoir un business innovant et impactant, cet épisode est fait pour toi. Bon visionnage. J'ai 7 ans et j'entends que dans ma famille, il y a des problèmes d'argent. Je les entends, mais je les vois. Mes parents sont assez tristes. Mon père et ma mère ont 7 grands magasins. J'entends mon père tous les midis ou tous les soirs, c'est récurrent la question, genre t'as fait combien, c'était comment, et c'était pas bien en fait. Et ça me marque, ça me traumatise. J'essaie de faire quelque chose, je leur dis est-ce que je peux vous aider, mais j'ai 7 ans. Donc à cette époque-là, ils m'envoient plutôt balader. Tous les étés, on va à Lancieux, au bord de la mer, à côté de Dinard, pendant 1 mois. Je décide de faire avec ce que je trouve. Or, il y a les coquillages sur cette plage. Donc à marée basse, je vais ramasser les coquillages. À marée haute, je range ces coquillages et je vais me mettre à faire des poupées de coquillages. Par 1, et puis par 5, et puis par 10, et puis très vite par 100, et très vite par 1000. Je me dis, je vais les vendre. Je vais aller voir des boutiques dans la ville de Fougères et demander si je peux mettre des poupées en dépôt. La magie fonctionne et tout ça, ça se vend. Et entre 7 ans et 14 ans, je vais en avoir fait près de 10 000 des poupées. Tu peux me raconter ta première expérience entrepreneuriale ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus la promotion d'entreprendre en tant que femme. J'aimerais aussi que tu me racontes un peu le contexte, ce que ça donne. Pour entreprendre, je pense qu'il faut qu'il y ait pas un mélodrame ou un coup de pied au cul, j'en sais rien, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de fort qui nous fasse sortir de cette phrase que je n'aime pas, la zone de confort. Donc, je me marie à 17 ans et demi, enceinte. Et là, les choses qui sont dures, c'est qu'ils me trompent. Là, je pense que je suis marquée. Je suis marquée par cet événement qui est tellement inconcevable pour moi que ça va déclencher des automatismes après. Donc, mon père m'avait donné une dot et avec ce qui était d'1 million de francs à l'époque, c'est comme peut-être 200 000 euros aujourd'hui. Et avec ça, il avait acheté une entreprise de chauffage central. Ton mari ? Mon mari. Il avait fait des études de chauffage et il avait acheté une entreprise. À un moment donné, je suis chez mes parents, il est parti, je sais pas où. Je me dis, et moi j'ai plus de sous. L'argent est parti dans l'entreprise de chauffage. L'entreprise de chauffage, il a fait faillite parce qu'il a pas payé les fournisseurs et tout ça. Je vais dire à mon père de m'emmener dans son magasin, prendre des morceaux de bois, me prêter une scie à découper. Je découpe des pense-bêtes. Les pense-bêtes, on les accroche sur un mur. C'est l'ancêtre du post-it. On écrit des courses qu'on a à faire et on écrit sur le carnet avec un crayon, puis on enlève la page et c'est l'ancêtre du post-it. Je fais ça, moi. Ouais. En tout cas, c'est joli, ça va dans les cuisines. Et puis, j'ai fabriqué 20 pense-bêtes. Mon père me dit, ah oui, tu veux faire quoi avec ça? Je vais faire ce que je peux. Je vais essayer de les vendre. Je retourne dans les mêmes magasins que ceux qui m'avaient pris mes poupées en coquillage des années auparavant.
et ils prennent mes pense-bêtes. Le même phénomène se passe, tout se vend. Donc de 20, on passe à 60, de 60, on passe à 150, de 150, on passe à 500. Et tout ça, je fais ça la nuit. Tu imagines qu'il y a 2 enfants, et je suis enceinte du 3e. Tout ça, ça va extrêmement vite. Il n'y a que ma mère qui m'aide. Elle t'aide comment? En gardant les enfants, les deux qui ont 2 ans et 1 an. C'est quoi la relation que tu as avec ton père? Le souvenir de mon père, c'est il alternait de me laisser m'asseoir à côté de lui le soir quand il se calmait devant la télévision et qu'il me caressait les cheveux ou qu'il me faisait des bisous. Et puis dès que j'ouvrais la bouche, qu'il m'envoyait au coin ou pour un oui, pour un non, dès que je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas, j'avais une gifle. J'ai le sentiment, quand je réfléchis, il était tellement malheureux qu'il ne pouvait pas m'offrir la vie qu'il aurait aimé m'offrir. Moi, je voulais les aider, je ne pensais qu'à ça. J'ai essayé de leur dire ce qu'ils devraient faire dans le magasin pour aller mieux. Je savais ce qu'il fallait faire pour régler définitivement les problèmes d'argent. Mais ils ne m'écoutaient pas. Non seulement ils ne m'écoutaient pas, ils m'envoyaient au coin et ils m'envoyaient dans ma chambre. C'est impossible de se construire sainement quand la base avec le père n'est pas claire. Et quant à maman, c'était quasiment la même situation. J'avais connu les domestiques, la cuisinière, le jardinier, la femme de ménage, la lingère. J'avais eu le temps de voir tout ça avant mes 7 ans, enfin jusqu'à 10 ans. Puis là, il n'y avait plus rien. Donc maman était dans sa cuisine à préparer les dîners, mais ça la saoulait parce qu'elle pouvait rien faire d'autre que de faire à manger. Donc je crois qu'elle me prenait pas dans ses bras, elle s'occupait pas de moi. Et ça, quel rôle ça a joué dans ce parcours business que tu as eu? Ça a joué l'effet inverse. C'est-à-dire que je n'ai eu de cesse de ne pas avoir de problème d'argent pour pouvoir gâter mes enfants, être avec eux, les emmener en voyage, les emmener en vacances et leur donner le maximum d'amour que j'ai pu leur donner, puisque moi, j'en ai manqué. Donc, j'ai fait l'inverse. Pour revenir sur ce démarrage là qui part vite, décris-nous aussi la taille de l'entreprise. Au début, tu es toute seule. Au début, je suis toute seule, j'embauche 2, 3, 4, 5 employés. Alors, on va faire le truc à l'envers. Quand je pars de l'entreprise, j'ai 27 ans et il y a 150 employés. D'accord. Et j'ai commencé à 19. Donc en 8 ans, je suis passée de 2 employés à 150. Il existe des femmes entrepreneurs à cette époque? Il y en a, mais je les connais pas. Je suis dans une bulle. Moi, je suis enfermée dans ma bulle. Ma bulle, c'est savoir quand mon mari va daigner revenir à la maison, et de voir mes enfants grandir et qu'ils soient bien. C'est donner du travail aux 150 personnes. Je sais pas ce qui se passe ailleurs. Ma vie, c'est l'usine, monter dans la 4L, aller livrer le drugstore Publicis ou aller livrer le drugstore à Tours. L'usine, elle était dans le jardin et après, j'ai construit une usine à 2 kilomètres de ma maison. Et c'était principalement des femmes, les employés? Ouais, plutôt des femmes. Il y avait, je dirais, 70% de femmes. Ça te vient d'où et ça se passe comment d'avoir un petit peu de créer des choses? Je ne sais pas d'où ça vient puisqu'il y a personne. On m'a posé souvent la question. Il y a personne n'est créatif dans ma famille à part mon frère Claude qui avait 9 ans de plus que moi et qui est mort il y a 15 ans. Mais alors créatif c'est une chose, mais créer des choses que les gens veulent c'est encore autre chose. Ah bah alors oui, non, mais je sais pas d'où ça me vient. Enfin, je ne sais pas d'où ça me vient. Non, tous les jours mes 3 enfants me faisaient des tâches sur les nappes. Il fallait laver les nappes et tout ça. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse un truc. Et j'ai inventé les sets de table, mes différents sets de table, jusqu'à ce que j'arrive à des sets de table en forme de pommes et de poires. Donc j'ai fait des sets de table parce que j'en avais marre de laver des nappes. Donc ça a été un peu toute ma vie, le fil conducteur. Les poupées, c'était pour sauver mes parents. Les sets de table, c'était parce que je voulais plus laver les nappes. Et après, les autres entreprises que je vais créer vont être du même ordre d'idées. Comment ça marche au niveau de ta manière de créer? Comment ça fonctionne la création pour toi? Est-ce que tu testes des choses? Est-ce que c'est en interne? Raconte-moi un petit peu. Un jour, je suis en train de faire un pot-au-feu. Donc, dans un pot-au-feu, tu épluches des navets, tu mets des poireaux, tu mets des carottes et tu mets des oignons. Et là, je me dis, je vais faire des porte-serviettes. Je vais faire ça en double. La matière que j'ai utilisée, c'était du jog, c'est du plastique transparent. Je vois déjà mes trucs, donc je finis mon pot-au-feu, je le mets à cuire le plus lentement possible, je traverse le jardin, je vais dans l'usine, et là, je prends des ciseaux, je sors toutes les couleurs de jog que j'ai pour mes sets de table, et je commence à faire, tu sais quoi, un radis. Mais un radis, ça va pas dans le pot-au-feu. Mais je tombe sur du rouge et du blanc et du vert, et je commence à faire un radis. Donc, j'en mets 2 superposés, je couds sur les côtés, et on va mettre sa serviette là-dedans. J'essaie que ce soit esthétique, je fais une aubergine, je fais un petit pois, je fais un poireau, je fais une carotte et un navet. J'avais mes 6 modèles, je pouvais les vendre par 6. Et une fois que j'ai fait ces trucs-là, j'appelle le responsable de la sérigraphie, et je lui dis, Monsieur Dinet, faut absolument que vous veniez tôt demain matin, parce que j'ai une nouvelle idée, je crois qu'on va faire fortune avec ce truc-là. Je sens.
En ce moment, je suis sur un projet, peut-être 300 millions, tu vois, mais j'ai la même excitation pour faire Messi légumes, hein. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence de valeur. Je sens que je suis en train de faire... Tu le sens, toi? Ouais. Et alors, monsieur Diné, il arrive 1 heure plus tôt le lendemain, il me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je lui montre, il me dit, vous avez super bien travaillé, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoutez, il faut exploiter ça. On va faire de la sérigraphie, on va faire de la set de table, on va les imprimer sur des sets de table, on va les mettre sur des torchons, sur des tabliers. On a une véritable collection. Et là, on sort 12 produits à partir de Messi légumes, à partir du pot-au-feu. Le lendemain soir, toute la collection, elle est prête. T'as des tabliers radis, des tabliers, t'as des nappes, les sets de table, les serviettes, tout est fait. Le nombre de choses que j'ai fait en si peu de temps, puisque en fait cette usine-là, c'est 68, 74. En 6 ans, le nombre de trucs différents que mon cerveau a sortis, et à chaque fois c'est des succès, et c'est des succès commerciaux, et je suis jamais blasée, je suis tout le temps super hystérique avec ce que je fais. Je communique cette hystérie au personnel. Les filles, elles restent tard le soir, elles veulent finir ce qu'elles ont commencé. Et puis quand je leur dis qu'il y a 5000 gants pour le dresseur publiciste, bien sûr qu'on va les faire. Et tout le monde reste en heures supplémentaires. Il n'y a pas toute cette notion qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une très belle expérience. Il y a 2 éléments très très forts chez toi à ce moment-là. Non, chez toi tout court. Une forte capacité à créer. Et de l'autre côté, comme tu dis, là, cette excitation, tu as une capacité à convaincre les autres, à les embarquer et à travailler. Et 3, à travailler. Et je travaille tellement que ça leur force le respect. Ils savent tous que j'ai 3 bébés à la maison. Ils savent bien que mon mec, il s'est barré en me laissant une lettre. Je pars avec le peu d'argent que j'ai trouvé, un chéquier du Crédit Agricole. Donc pour toi, c'est le combo des 3. Ouais. Créativité, créer, en parler, en vendre de manière émotionnelle et travailler dur. Ouais, et puis tu rajoutes sur ça l'émotionnel du mec qui me trompe, quoi. Moi, Dieu mari qui me trompe, qui est jamais là. Et ça joue quel rôle? C'est exactement comme avec mon père. Je veux lui montrer qu'il avait tort. Qu'il a tort, que je suis capable de faire tout ça. Je pense que pendant toute ma vie, David, toute ma vie, aucun homme à qui j'ai parlé de mes projets ne m'a cru. Personne ne m'a jamais ni cru ni soutenu. Jamais. Tu parles homme. Des hommes, des banquiers, des investisseurs, Aucun, vraiment aucun. Jamais. Il y a un qui a fait une exception, mais lui-même, il s'en est parmi. On a fait un tel carton, en 85, je suis élue femme d'affaires de l'année et je suis passée le 10 avril à la télévision, quasiment prime time dans l'émission L'homme du mois. On dit l'homme du mois est une femme et là, vraiment 85, c'est l'année d'explosion de tartines et chocolat. En 79, donc tartines et chocolat à 2 ans, on a déjà énormément d'argent. J'avais acheté un premier château le 19 novembre 79. Donc c'est bien après toute ma première usine. J'avais visité le grenier. Le grenier, il était vide, tout propre. Il y avait rien. Il y avait juste une paire de bottes Hermès taille 35, 3 flacons en verre gravés fait dodo, petit sambon. C'est fou le nombre de détails que tu racontes. T'aimes bien ces détails? Mais non, mais ils sont là. Mais tu les stockes, c'est ça qui est drôle. Je les stocke, oui, je les stocke. Donc il y a ces 3 flacons. Et puis, je vois grand sambon, petit sambon, fait dodo. Et là, je me dis, mais j'ai tartine chocolat depuis 2 ans. Là, je me dis, non, mais c'est pour moi, ça, c'est un signe de mon Dieu. Il me récompense. Là, à un moment donné, les choses sympas arrivent. Je regarde tout ça, puis je n'en fais rien. Et 6 ans après, en 1985, là, j'ai le prix de meilleure femme d'affaires. Et il y a une grande réception. C'est le baron Bic et le comte de Vauquier qui vont me donner mon prix. Et dans l'assemblée, il y a tout le CAC 40 parce que depuis 1 an, je louais un château qui avait une chasse présidentielle à côté de Paris de 350 hectares. Et là, tout le CAC 40 venait chasser, donc je connaissais tout le monde. Donc ils sont tous devant moi là. Moi, ça te fait quoi ça? Oh, je suis fière là. Là, je suis trop fière. Le patron de Givenchy, il y a Hubert de Givenchy, puis il y a le patron des parfums Givenchy. Et je vais le voir, je lui dis, je suis désolée, mais j'ai un truc pour vous, là. J'ai un truc pour vous. Quoi, vous avez un truc pour moi? Je peux pas vous expliquer, là, on est un peu short, mais si vous pouvez venir à mon bureau demain matin. Donc, je manque pas d'air. Dans les choses qui m'ont caractérisée, c'est que j'ai toujours osé. Je suis polie, je demande très gentiment, mais j'ose aller voir le président des parfums Givenchy en disant, j'ai un truc pour vous, mais il faudrait que ce soit vous qui veniez voir. Le mec, il est venu dans mon bureau le lendemain matin, bureau 300 mètres carrés à Iéna, c'est un Et t'as peur quand non, pas du tout. Et là, il voit tout l'univers de tartines de chocolat qui est bleu ciel, il voit le flacon, je dis, voyez, c'est ces 3 flacons, et je dis, regardez les bouchons, c'est des carrés, et il y a un logo, on dirait le logo de Givenchy à l'envers. C'est écrit, ça nous tu lui dis ça? Je lui dis, ça nous vient de là-haut. Il me tape dans la main, il dit, bon, alors, on passe, voilà la face. Hein. On a la marque, tartine et chocolat. On a le nom, le petit sambon. On a le concept, c'est tout ce que vous faites.
c'est pour les bébés, on va faire des trucs pour les bébés. Eh ben, on y va. Et le mec, il y est allé. Il avait fait faire une enquête sur 1000 personnes, il y avait 990 non. Faut pas faire de parfum pour bébé. Nous, on préfère l'odeur de notre bébé, du pipi de notre bébé, du vomi de notre bébé, mais on va sûrement pas mettre une odeur à notre bébé. On est en 85, en 87, on va vendre 6 millions de flacons au Japon. Raconte-nous tartine et chocolat, du coup, comment c'est parti? En 68, quand je viens d'avoir mon 3e enfant, je suis épuisée, je suis au bout du rouleau. Maman me dit, je garde tes enfants, va à Cadaqués. Il y a toute une bande de hippies sur la place du village. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, ils ont 22 ans. Il y en a un qui a la syphilis. Il est américain de Boston. Et je dis, mais pourquoi vous le soignez pas? Mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc j'ai emmené le mec chez un médecin. Le médecin m'a dit, est-ce que tu te sens de lui faire 3 piqûres par jour, ou toutes les 3 heures? Et moi, je suis partie dormir dans une maison totalement abandonnée pendant 10 jours avec ce mec, juste à le soigner. En soignant ce mec de la syphilis, j'ai écrit mon destin parce que je suis allée le retrouver à Martha's Vineyard, qui est une île de milliardaires et de wealthy bostoniens et new-yorkais, 7 ans plus tard, en 75 donc. Et c'est là que j'ai rencontré Jacqueline Kennedy, que je vais inventer Tartine et Chocolat. Tu rencontres les Kennedy? Je rencontre Jacqueline, qui vient de perdre son mari? Non, oui, parce que les enfants ont 14 et 13 ans là. J'ai une vision. Et la vision que j'ai, c'est l'enterrement, et le petit garçon garde à vous avec son manteau bleu ciel et sa petite sœur derrière. Et je me dis, d'où viennent ces manteaux? Et je me réponds, tu ne peux pas savoir, parce qu'il n'y a pas de marque de luxe pour enfants. Il y a des marques de luxe de montres, de bijoux, de voitures, de sacs, de chaussures, de mode, de tout ce qu'on veut. Il n'y a rien pour les enfants. Donc c'est un dialogue intérieur. C'est un dialogue intérieur. Or, les enfants, c'est ce qu'on a de plus cher. Et là, même pas je vais lui parler, alors que on a des tas de copains en commun. Je rentre dans la maison de mes copains et je leur dis, je vais faire fortune. Je leur dis, je vais inventer la première marque mondiale de luxe pour enfants. Et tu ressens quoi physiquement? Ah mais alors là, ça bouillonne. Et à partir de ce moment-là, ça va être, je te dis, l'alignement des planètes sur mon chemin. Toutes les bonnes personnes qui vont me permettre de démarrer Tartine et Chocolat. Donc c'est toi qui crée les vêtements. Mon père a toujours son magasin. Je suis allée au tissu, dans le rayon des tissus, mais j'ai pris de la rayure rose et blanche, et bleue et blanche. Je vois ce qu'il faut parce que j'ai 3 enfants. Donc je sais exactement ce qu'il faut pour un enfant. Et je vais créer un bavoir, un drap de bain, un peignoir, une tenue de petite fille avec son chapeau, sa culotte. Quand tu crées quelque chose, tu es critique de tes créations ou amoureux de tes créations? Je sais pas, je me pose pas de questions. Mais une fois que c'est fini. C'est tellement précis au millimètre près que c'est une satisfaction. Je veux dire, il y a des artistes qui arrivent jamais à être contents de leur... Oui, mais je me considère pas comme une artiste. Je suis en train de créer des vêtements. On se calme. Je suis pas le futur Picasso. Je dis juste que les trucs vont s'arracher. J'ai l'expérience des poupées, j'ai l'expérience des sets de table, j'ai l'expérience de tout ça déjà. Quand tu dis tu sais que ça va se vendre, tu penses que c'est lié, encore une fois, à la création elle-même ou c'est original, c'est tout à fait nouveau. Il n'y a pas du tout de rose et de bleu. Il y a que de l'orange, du vert et du marron pour les enfants à cette époque-là. Mais imaginons par exemple que toi, t'es juste la créatrice, mais c'est pas toi qui fait aussi la dimension vente. Est-ce que ça aurait marché comme ça? Non. Tu penses qu'il y a vraiment besoin de l'énergie que tu oui, vas parce communiquer? que tu vas voir, t'as la réponse avec le tissu que je prends chez mon père. Je fais les 20 premiers produits. La plus belle boutique de mode enfantine est rue du Four, ça s'appelle La Petite Gaminerie. J'appelle La Petite Gaminerie et je prends un rendez-vous. Le patron parle à une cliente, la vendeuse m'ignore, personne s'occupe de moi, on me laisse dans mon coin avec mes 20 produits. Il y en a 19 roses et un bleu. Personne ne s'occupe de moi. Et là, tu as plusieurs choix, David. Soit tu pètes ton câble, tu te dis, il se moque de moi, ça fait une demi-heure que j'attends, je vais pas passer 1 heure là. Soit tu laisses en dépôt-vente. Je suis allée voir une vendeuse, je suis désolée, mais je suis très en retard. Voilà, je vous laisse tout ça, mais c'est un cadeau. Je vous l'offre. Donc, il y a les prix marqués là, c'est un cadeau. Il se trouve que... Ça coûtait combien, la production? Là, il y avait 20 produits, on va dire, à 100 francs. Il y en avait pour 2000 francs. Ok. Dans l'heure qui a suivi, il y a une femme enceinte d'une petite fille qui est arrivée. Monsieur Berger, pour montrer qu'il est toujours top niveau, le plus important dans sa profession, le number one, il dit « J'ai quelque chose en exclusivité, en avant-première ». Donc, il insiste sur ça. La nana, elle voit ça, et elle a tout acheté, sauf le bleu. Elle a pris tout le rose. Et le lendemain matin, Monsieur Berger, il est à 9h devant ma porte. Et il me dit « Écoutez, voilà, je voudrais vous prendre tout par 5 en rose et 5 en bleu génie. Il faut mieux prendre 4 en rose et 6 en bleu parce que le bleu se vendra mieux. » Et c'est comment pour vous payer? Je dis, c'est cash, c'est content. Donc, il m'a payé. Et j'ai refait avec Tartine et Chocolat, pareil qu'avec les poupées,
pareil qu'avec les pense-bêtes, j'ai du stock. Avec l'argent que j'ai touché des vins, je vais en faire 60. Alors là, j'ai une phrase que j'ai gardée toute ma vie qui vient de mon ex-beau-père, c'est marge ou crève. Et donc, je vais pouvoir constituer un stock et pendant 3 ans, tu m'entends, 3 ans, après on va faire les salons professionnels. Pendant 3 ans, on va avoir ce qu'on trouve maintenant dans le sentier qui fait du cash and carry. À cette époque-là, ça n'existe pas. Dans tous les salons, la marchandise est étalée sur les murs ou sur des portants. Les gens passent des commandes. Et on les livre dans 6 mois. C'est ça la mode. Et avant Covid, c'était ça. Il y avait pas de... Mais il y avait aussi le sentier pour les petites boutiques et tout ça. Mais le sentier, c'est bas de gamme dans l'esprit. Tandis que là, moi, je leur fais du luxe, made in France, cher en cash and carry. C'est-à-dire qu'ils se chargent pas, ils prennent ce qu'ils veulent. Et là, alors là, ça a été mais l'explosion. C'était, je me rappelle, le salon, c'était en septembre, en janvier. Écoute, au salon de janvier, ça fait presque 1 an que je fabrique, je me retrouve avec 600 000 francs, 60 millions de centimes en espèces dans mes poches. Les gens viennent dans le stock vider le truc à blanc. Et t'expliques ça comment? Mais parce que aucun ne prenait de risque. Ils prenaient ce qu'ils voulaient, on leur imposait pas un minimum pour avoir un franco. Donc t'as cassé les codes de la mode. Voilà. En d'autres termes, le bon Dieu m'a mis créative et créatrice. M'a permis de faire 5 enfants. M'a permis de savoir vendre, d'avoir du marketing. Le marketing est inné. Pour moi, la vente, elle est innée. Et m'a mis très travailleuse. Donc, avec tout ça... C'était parti. Et le truc est vraiment parti, puisqu'en 85, c'est meilleure femme d'affaires Veuve Clicquot. En 98, femme en or à Courchevel avec Whirlpool. Et puis j'ai... Le chiffre d'affaires au max, vous êtes monté à combien avec Tartines Chocolat? C'est extrêmement difficile à calculer parce que, à la fin, quand je vends, j'ai appris de Pierre Cardin le principe des licences. En 79, donc Tartines Chocolat à 2 ans, on a déjà énormément d'argent. J'appelle le mec de Youpala. Youpala, c'est un type qui faisait des poussettes et des landaux et des lits de bébés et qui était venu me faire des petits sacs dans mon usine d'avant. Je lui dis, c'est Catherine Girard, vous vous rappelez les sacs que je vous ai fait? Mais oui, c'était incroyable, j'ai tout vendu. Je lui dis, est-ce que je peux vous voir? J'ai une idée. Il me dit, mais oui, je prends une voiture et je vais à Dijon. Et je lui dis, voilà, je fais des robes, des chapeaux, des couffins. Et je vais être la première marque mondiale de luxe pour enfants. Mais il me manque des poussettes, des landaux, des ombrelles, un transat et un lit de bébé. Vous faites ça, mais en bordeaux, en noir et en gris et en vert foncé. Moi, je le veux dans mon tissu à rayures. L'idée, c'est que quand vous vendez un landau 1000 francs, le mien, vous allez le vendre 1500. Il va vous coûter pas plus de temps à fabriquer. Vous allez me donner 6%, parce que c'est le montant de la royalty que je voudrais. Et vous allez gagner donc 46% de marge nette. 44%. Et donc, du coup, toi, tu n'as plus à produire. Et moi, j'ai pas à produire tout ça. C'est mon premier contrat de licence. Le mec, il signe, mais dans la main, comme ça. Il prenait pas vraiment de risque parce qu'il allait fabriquer 50 poussettes et puis je m'engageais à lui acheter de toute façon. Moi, s'il le vendait pas à ses clients, il était bordé, le mec. Et la seule chose que je lui dis, je voudrais un minimum garanti de royalty de 1500 € par mois. C'était le montant du crédit de la maison. Du château. Du château. Et une fois que tu as fait un contrat pour des poussettes, des landaux, des lits, des trucs, tu vas voir Monsieur Peluche. Bonjour Monsieur Peluche. Pareil. Tu vas voir Monsieur Chaussure. Tu vas voir Monsieur Papier Peint. Tu vas voir Monsieur Tapis. Et je me les suis tous faits à la queue leu. Et une fois que j'ai pu signer tous ces contrats, le 1er juin 80, j'ouvrais une boutique Faubourg Saint-Honoré. Et j'écrivais sur la boutique Paris, New York, Tokyo. La chose, j'ai du culot, hein. Je ne suis pas à New York, je ne suis pas à Tokyo. Et la première personne qui rentre, une japonaise. Et vous êtes où à Tokyo? Je dis, je suis nulle part. Je dis, vous? Moi, je suis le grand magasin Seibu. 3 semaines plus tard, contrat avec Seibu pour ouvrir 50 boutiques tartines de chocolat. Par moment, il y a quand même des trucs qui sont... C'est pour ça que je suis très croyante et que je suis toujours très ambitieuse et que je suis toujours très optimiste. Il y a quand même des trucs qui arrivent. Et j'ai le sentiment que chaque fois qu'il y a un truc négatif, comme il y a un truc positif qui arrive derrière. Les sets de table, enfin, tout a une histoire et qui... Il y a des fois où tu as eu la sensation là d'être connecté à Dieu, d'avoir une idée et au final, c'était pas la bonne idée. Il y a eu des fois où Non, il n'y a pas une mauvaise idée. Ça va paraître manquer totalement de modestie, mais non. Il y a, dans les collections de tartines et chocolat, il y a 500 références. Donc, évidemment qu'il y a des modèles qui marchent moins bien que d'autres, mais c'est inhérent à toutes les marques, même dans les voitures, même dans les parfums, enfin, dans tout. Ce que je dis, en général, c'est que je suis quelqu'un de gifted. Je dis pas que je suis douée.
Je préfère le mot gift, parce que dans le mot gift, il y a un cadeau. La vie m'envoie des cadeaux. Ne m'épargne pas non plus, hein, on est bien d'accord. Il y a des trucs qui arrivent, et moi, je sais les recevoir, je sais les réceptionner. Ça, c'est peut-être Ta plus grande force. ma force. J'allais dire talent, mais c'est plutôt une force. T'as des enfants, t'as essayé de leur transmettre cette capacité à reconnaître leur... Ils se servent eux-mêmes dans tout ce qu'ils voient, dans tout ce qu'ils entendent. Chacun fait son shopping. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, en fait? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ta capacité à te connecter? Moi, je trouve ça magnifique. Ils sont, les 5, extrêmement travailleurs, extrêmement ouverts et audacieux. Et ils osent faire les choses. Extrêmement généreux. Et ils sont tous, tout le monde les aime beaucoup parce qu'ils sont extrêmement respectueux des gens, enfin, et très famille, voilà. Dans la partie travail, ils sont travailleurs et créatifs, et ils sont tous un peu dans mon milieu. Donc les 3 grands, ils ont travaillé 19 ans avec moi, de 17 ans à jusqu'à ce que je vende tartines de chocolat, de 77 à 2004, ils ont travaillé avec moi, les 3 aînés. Donc ils ont appris à me voir travailler. Donc tu penses qu'ils ont appris en te regardant, en fait? Ouais. Et puis ils ont appris ce qu'ils voulaient pas aussi. Ils ont vu ce qu'ils voulaient pas faire. Par exemple? Pas reprendre la boîte. Trop de stress. Moi, j'ai passé quand même 20 ans avec une perfusion d'atropine. Hein. Et tu penses que tu aurais pu éviter ça avec une autre vie? Oui, mais je me pose pas la question parce que c'est... C'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de toi, parce que j'ai pas passé 19 ans à être ton enfant, pour arriver à mieux sentir et mieux entendre ou mieux recevoir les cadeaux? Il faut que tu lises mon livre. Ok. Je ne sais pas, parce que j'ai pas la prétention d'être un prof. Non, mais c'est pas en posture de prof, mais je trouve ça beau ce que tu arrives à faire. C'est d'oser faire les choses que tu ressens et d'oser parler. Je suis devenue très bavarde parce que mon père m'a tellement empêché de parler. Mon premier mari, je n'ai pas eu le temps de parler. Mon second mari, c'était lui qui dirigeait la maison pendant 23 ans. Et je ne me suis mise à parler, à m'exprimer que depuis 21 ans. Que j'ose dire les choses, parce que je me suis aperçue que si on n'ose pas faire des choses qu'on en soit, on va être frustré, on va être malade. Si on n'ose pas dire les choses qu'on a envie de dire, on va aussi être frustré. Et d'être frustré, ça donne des maladies. Il faut surtout pas faire ça, parce que moi j'ai quand même toujours mes 2 cancers, la peau et le sang, et que j'arrive pas à soigner parce que il y a encore des choses que j'ose pas dire, mais dans le domaine du privé. Ça, c'est dans le domaine du privé. Mais dans le domaine du professionnel, il faut vraiment s'écouter. Et tu as choisi de m'inviter. Tu t'es écouté toi-même, tu vois. Et pourtant, je ne corresponds pas à tous ces gens qui montent des multinationales en ce moment. Mais ce que tu as et que je trouve, moi qui me touche à te voir ton visage, c'est les yeux qui brillent quand tu parles de créer. Ça me touche, tu vois. Ah bon, non, mais c'est vrai que en ce moment, j'ai des nouveaux trucs en cours de création et ça me tarde de m'y mettre. Raconte-moi ce qui t'amuse en ce moment. La femme de 74 ans, qu'est-ce qui t'amuse? Alors, c'est un projet qui est en cours avec le groupe Accor. Quand j'avais ma maison d'hôte en Aubrac, il y avait 2 maisons. Et une des 2 maisons avait une pièce de 180 mètres carrés, comme ça, une grange. Je fais faire une énorme cheminée. Et puis, il y a un mec de l'ONF qui vient me demander des chambres pour des chasseurs. Toujours la même histoire, David. Je vois pas le mec qui vient me demander des chambres pour ses chasseurs. Je vois l'ONF, je vois un arbre. Il me dit, bon, pour mettre à l'intérieur? Oui. L'idée, je vais faire des hôtels forêt. C'est un hôtel pour les riches, mais c'est un hôtel écologique. Les chambres, c'est comme des bungalows. Chaque chambre fait 350 mètres carrés. Il faut que ce soit une forêt. Et tout le monde me parle de Sébastien Bazin, le patron d'Accor. Mais il y a juste un peu, en 2020, il y a un peu le Covid. Tu vois, les hôtels d'Accor sont un peu très, très vides. C'est pas le moment d'aller dire à Sébastien Bazin, bonjour monsieur, j'ai un petit hôtel à 30 millions ou à 300 millions, ça dépendra si le nombre de chambres. Et je m'aperçois que plein de gens connaissent Sébastien Bazin, mais il se passe rien. Mais tu provoques pas, toi? Ah ben, je me dis, je n'ose pas provoquer. Mais je peux te dire que le 10 avril, j'ai provoqué là. Là, le 10 avril, cette année, j'ai pris mon téléphone, groupe Accor, à Paris. Je tombe sur un mec, je voudrais la secrétaire. Tu y allais physiquement? Non, j'appelle, je voudrais la secrétaire du président. C'est Christine Perrard, qui n'est pas dans son bureau. Je laisse un message vocal, c'est sur sa boîte. J'ai Catherine Pavin. Je sais pas si vous connaissez Tartines et Chocolat. Mais j'ai un projet d'hôtel, forêt. La nana me rappelle. Je discute avec elle pendant une demi-heure et elle m'envoie un mail et elle me dit, j'en ai parlé à notre service de développement. Vous allez faire une visioconférence avec la chef de cabinet de Sébastien Bazin et la responsable du développement d'Officer World. Elle nous a renvoyé un mail. On a notre conférence lundi matin à 11h avec le... Quel lundi? Qui vient là. Ok, donc on n'aura pas la fin de l'histoire. Raconte-moi un petit peu, c'est quoi l'art d'être une bonne commerciale?
Je crois que il nous arrive des choses, mais je n'ai pas appris, j'ai pas fait d'études. Or, je fais des conférences. Là, aujourd'hui, c'est un podcast, mais j'ai fait des conférences à la Sorbonne. J'ai fait une fois, c'était prévu 1 heure, ça a duré 3h30. Et l'année d'après, j'étais encore invitée parce que j'explique aux gens, quand on n'a pas fait des études et qu'on a l'impression qu'on vaut rien, il faut quand même s'écouter, voir de quoi on est le plus proche et aller vers ça et oser avancer, oser, parce qu'on risque rien. Alors Churchill met des belles phrases sur tout ça. Hein. Le but n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, le courage de recommencer. Donc moi, je suis complètement là-dedans. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.